Alors, nous sommes le jeudi 22 avril. Bonjour Nicolas Burat. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en neurosciences, maître assistant à la FAPC à l'Université de Genève. Donc, la FAPC, c'est la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Vous faites partie de l'équipe de cognition visuelle. Et les thèmes de recherche de ce groupe sont liés à la perception, l'attention, l'action et la mémoire. Est-ce que jusque-là, cela vous convient ? Oui, c'est tout à fait juste. Très bien. Alors, bien entendu que nous allons commencer par procéder à une présentation puis à une introduction du sujet, et notamment par quelques éléments de langage. Mais avant cela, si vous êtes d'accord, j'aurais voulu vous demander la chose suivante. Alors, les yeux, ce sont des organes, et ils sont singuliers dans le sens où ils sont à la vue de toutes et tous. Tout à fait. Alors, j'aurais voulu savoir, pour commencer, comment fonctionne, en quelques mots, cet organe si singulier que l'on nomme les yeux. Alors, donc les yeux, en fait, et pour les yeux humains, mais les yeux en particulier, sont en fait l'organe qui nous permet d'intégrer les informations visuelles qui nous entourent et qui va permettre de faire entrer cette information du monde extérieur dans notre cerveau, et c'est là-dedans que tout le traitement de l'information visuelle va nous permettre, une fois que ce traitement aura lieu, de faire une interprétation de ce monde qui nous entoure. D'accord. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a ces trois temps, le temps de la captation, que ce soit de la lumière, de l'univers qui entoure les yeux, puis de l'interprétation, de l'analyse, pourrait-on dire, et ensuite de l'interaction, et c'est là où on va effectivement aller, durant cet entretien, de l'interaction avec autrui. Exactement. Alors ça, donc l'œil en tant que tel, vous voyez, il a cette capacité donc très importante pour nous, et vraiment même critique. Sans les yeux, c'est très difficile d'interagir. Mais en termes de connaissances sociales, donc comme vous le proposez, comme vous l'avez suggéré, eh bien effectivement, il faut que l'on puisse à la fois retrouver en plus les yeux d'autrui pour pouvoir entrer en interaction. Ça, c'est important. Et comme vous l'avez dit, on doit détecter le regard, détecter la présence d'un regard d'autrui. Ensuite, traiter ce regard, entrer en interaction avec ce regard, et finalement interpréter ce regard. C'est en fait simplement une version, disons, sociale de ce que je vous expliquais au tout début dans le traitement de l'œil en tant que tel. Oui. Alors voilà, on va revenir sur toutes ces notions-là, et notamment lorsque l'on va éplucher un petit peu votre étude. Avant cela, quelques éléments de langage et une notion à éclaircir, si vous le voulez bien. Alors tout d'abord, les neurosciences, parce que vous, c'est par le prisme des neurosciences que vous étudiez le regard. Alors, quelles en sont les neurosciences, quels en sont les objets, les sujets d'étude ? Alors, donc les neurosciences s'intéressent donc à l'intégration du monde par le cerveau, comment notre cerveau humain fonctionne en général. Mais ce qui est important de comprendre, surtout en plus dans mon background, c'est qu'en fait, je suis docteur en neurosciences, mais quand même rattaché à la faculté de psychologie. Et moi-même, en fait, j'ai obtenu un bachelor en fait en psychologie à la base avant de me lancer dans la neuroscience. Donc il y a quand même toujours cette grand intérêt toujours pour l'aspect psychologique, disons un peu plus comportemental que simplement l'activité brute du cerveau. Et c'est en fait ce que j'essaie de faire, en tout cas dans mes recherches, c'est vraiment intégrer non seulement les activités cérébrales et la manière dont le cerveau fonctionne, mais aussi essayer de comprendre comment est-ce que notre comportement humain est guidé par ces activités cérébrales. C'est donc des neurosciences cognitives. Oui, très bien. Merci beaucoup de la précision. Une autre précision, c'est la slow science, dont on a parlé ensemble en préparant cette émission. Et j'aurais bien voulu justement que vous nous mentionniez quelle est cette posture et quels en sont les enjeux. Alors, l'idée de la slow science, c'est un peu un contre-coup disons, une recherche actuelle qui va, on va dire, à 100 à l'heure. C'est-à-dire que la recherche, et c'est très bien, est
innovantes, cherchent rapidement à poser des questions, obtenir des résultats, publier les résultats, etc. Faire beaucoup de choses très rapidement. La slow science, en fait, elle essaie de prendre le contre-coup de tout ça et de se rappeler les bases de ce que sont la science et la recherche. C'est-à-dire essayer de trouver trouver la vérité, en tout cas de coller au plus à la vérité, à ce qui existe réellement. Et pour cela, ça nécessite de prendre le temps d'être rigoureux au niveau de la méthodologie et du coup d'éviter de trop rapidement, disons, faire grand bruit de choses qui sont en fait pas forcément, disons, hyper, on va dire, solide en termes de recherche. Et là, c'est vraiment une question de méthode et d'essayer d'être le plus précis possible dans les choses que l'on va dire en termes de nos études. Donc c'est une méthodologie que l'on applique à un champ d'études. Exactement, mais elle peut être du coup, plutôt une philosophie, c'est un peu un retour. En fait, à la base, c'était plutôt comme ceci que la science avait été pensée, mais il est vrai qu'avec le monde moderne et un peu une course aussi en termes de neuroscientifique, en termes de publication aussi, ce genre de choses, on oublie en fait on oublie de prendre son temps. Et c'est très important vraiment, je pense, en recherche et ça permet aussi d'obtenir des résultats sur lesquels on est vraiment sûr et pas simplement juste présenter un résultat pour présenter un résultat. Oui. Pensez-vous qu'elle soit plus prégnante en neurosciences ou est-ce qu'elle est diffuse un petit peu partout, équitablement? Alors, moi, je peux parler que pour mon domaine. Oui, hein. bien sûr. Je ne connais pas les autres domaines. Je sais que cette philosophie, elle essaie un peu de se répandre un peu dans différents domaines. Mais en neurosciences sociales et en neurosciences cognitives et dans le domaine actuel de neurosciences sociales, c'est un peu un retour qui se fait maintenant à ce type de philosophie, tout simplement parce qu'en fait, si vous regardez là depuis l'émergence des neurosciences qui date de, je dirais disons 30 ans, 20 ou 30 ans, neurosciences cognitives, en fait, beaucoup de travaux sont sortis qui montrent disons tout et son contraire. Et l'idée de cette slow science, c'est aussi de prendre le temps de faire le point et de un peu intégrer tout cela pour essayer d'avoir, comme je l'ai dit, des réponses un peu finales à des problèmes qui ont essayé d'être répondus depuis des décennies. Très bien. Alors revenons-en à ces quelques éléments de langage, à ces quelques éléments de vocabulaire pour pouvoir ensuite mieux entrer dans l'expertise de l'étude. J'aurais voulu que vous nous disiez qu'est-ce qu'on entend par cognition, par attention versus émotion, parce que c'est de ça dont l'étude parle également. Et puis également que vous nous précisiez ce qu'est un objet social et à contrario un objet non social. Voilà, très bien. Alors, je pense que pour le plus simple, peut-être serait pour définir un peu tous ces différents termes, c'est peut-être reprendre en fait ce qu'on entend par le terme cognition sociale. Et c'est en fait mon thème de recherche. Et donc dans cognition sociale, on a donc cognition. La cognition, c'est donc les différents processus qui sont importants pour comprendre le monde qui nous entoure. Par exemple, dans la cognition, on peut avoir la mémoire, on peut avoir la perception, on peut avoir l'attention, on peut avoir la résolution de problèmes. C'est différentes fonctions qui nous permettent d'interagir avec le monde. Ça, c'est la cognition. Et lorsqu'on parle de cognition sociale, à ce moment-là, on s'intéresse en fait à la manière dont les êtres humains, entre eux et vis-à-vis de nous-mêmes, on intègre en fait ces différentes composantes cognitives et comment est-ce que notre cognition interagit avec le fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sociaux par nature. Et par conséquent, cette variable-là, la variable sociale, elle fait partie intégrante en fait de la manière dont on traite notre environnement. Doit-on opposer attention à émotion ou pas? En réalité, ce n'est pas soit l'un soit l'autre. C'est plutôt, on va dire, à quel point est-ce que l'un est plus prégnant que l'autre. Mais dans tous les cas, le traitement que l'on va faire d'un objet, surtout d'un objet social, va avoir un impact sur notre système attentionnel, la manière dont on va s'intéresser à cet objet, mais aussi avoir une réaction émotionnelle, ou en tout cas une réaction en lien avec l'affect. Et ça, c'est
indissociable. Par contre, vraiment, la question, c'est lorsqu'on présente cet objet, un objet devant nous, est-ce qu'il va plus être traité par un système attentionnel ou bien plus par le système émotionnel? D'accord, donc c'est plus une question de proportion. Exactement, et d'interaction et de manière dont l'un, comme j'ai dit, il y a une propension à plutôt utiliser un système plutôt que l'autre. Lorsque vous dites attentionnel, peut-on remplacer, ou en tout cas ajouter au mot attentionnel, la notion de rationnel ou de raison? Est-ce que c'est proche ou pas tant que ça? Alors, l'attention en tant que telle, en tout cas dans le domaine des neurosciences cognitives, elle a plus pour but de s'intéresser à la manière dont nous décidons de sélectionner l'information qui est autour de nous et qui va être importante et traitée par la suite. Vous savez, l'environnement est rempli de différents objets divers et variés et notre cerveau, il n'a pas la capacité de traiter toutes ces informations. On est obligé de se concentrer sur une partie de l'information qui est autour de nous pour pouvoir la traiter. Et c'est comme ça, en tout cas, dans ce domaine-là c'est ça qu'on appelle l'attention. D'accord, merci de préciser. Voilà. Objet social et objet non social, qu'est-ce que cela signifie? Alors, social et non social, on va dire qu'un objet social, c'est un objet qui aura une importance dans l'interaction que l'on peut avoir, dans notre vie de tous les jours. Un objet social, par exemple, c'est un objet qui est forgé par donc les relations que l'on peut avoir entre humains, mais aussi le lien que l'on peut que cet objet peut avoir pour nous. C'est vraiment quelque chose qui non seulement est présent autour de nous, mais est forgé par l'expérience que l'on a pu avoir avec cet objet. Et les yeux en particulier sont un objet social très important parce que de par sa nature, disons, d'interaction, enfin par sa nature qui est centrale dans l'interaction sociale, c'est vraiment un objet que l'on est obligé de traiter lorsque l'on rentre en interaction avec nos congénères. Très bien, merci beaucoup. Alors, selon une hypothèse, est-ce déjà une théorie, vous allez le dire, le cerveau serait organisé en 3 niveaux. Donc un cerveau ancestral, reptilien, qui gérerait les comportements de base, manger, boire, se reproduire. Un deuxième niveau nommé système limbique, qui serait le lieu des émotions. Et un troisième, le cortex, qui permettrait la pensée abstraite. Alors, est-ce que, d'abord, validez-vous cette hypothèse, et est-ce là, puisque le cerveau c'est effectivement le creuset finalement de de cette interaction que l'œil permet avec le monde extérieur, eh bien est-ce là que naissent nos représentations du monde et d'autrui? Alors, bon, premièrement sur l'aspect donc des fameux 3 cerveaux, alors malheureusement c'est une vision qui est assez répandue, mais qui se trouve quand même être quand même fausse, mais fausse dans le sens où il y a effectivement ces 3 régions, disons sous-parties du cerveau qui existent dans notre cerveau, mais la dissociation qui est faite de ces trois régions est beaucoup trop simpliste. En fait, le cerveau c'est un réseau gigantesque de neurones qui interagissent tous entre eux, et c'est aussi pour ça lorsque vous m'avez parlé d'attention versus émotion, eh bien en réalité plutôt que de parler donc de différents modules, c'est vraiment la manière, enfin ce qui compte dans le cerveau, c'est comment ces différents neurones, ces différentes régions cérébrales interagissent entre elles. Donc sur ce point-là, le point du cerveau, malheureusement je dois démentir, et c'est très bien. Oui. Voilà. Par contre, sur votre deuxième point, vous pouvez me rappeler s'il vous plaît? Le cerveau est donc le siège de notre perception du monde extérieur, et en cela, eh bien, est-ce là que naissent nos représentations du monde et d'autrui? Alors tout à fait. Alors là sur le coup, ça c'est tout à fait juste. Et ce qui est intéressant, c'est que cette représentation, comme vous le dites, c'est une représentation, et par nature, la représentation, elle va être subjective. Et elle va, sur le coup, je reviens sur l'aspect social, elle va être forgée par l'expérience sociale, l'expérience que l'on a de notre environnement, de notre monde. Donc oui, c'est vraiment le cerveau. Les yeux, par exemple, en tant qu'organe sensoriel, vont traiter l'information, mais c'est ensuite notre cerveau qui va interpréter toutes ces informations pour en faire, comme vous l'avez dit, une représentation consciente. Alors jamais nos yeux ont été tant mis à l'index dans les interactions sociales que pendant la pandémie.
masqués à 2/3, ils sont le peu qu'il nous reste pour exprimer des sensations qui vont du bien-être à la colère en passant par toutes les étapes intermédiaires possibles. Alors, tous les regards se valent-ils? On peut dire que les yeux sont le reflet de l'âme d'une certaine manière, en tout cas c'est un adage populaire comme ça qui nous habite, et effectivement que nous ne traitons pas le regard humain comme un regard commun. Regarder et voir nos pairs, c'est leur accorder un statut de semblable d'une certaine manière, et ça n'est pas regarder autre chose. Alors non, tous les regards ne sont pas semblables et c'est ça qui est intéressant. Un même regard humain aura une interprétation totalement différente s'il est perçu par vous, par moi ou par autrui. Vraiment, il y a un aspect différent dans l'interprétation du regard qui est vraiment un aspect qui est vraiment forgé par l'expérience. Et à ça s'oppose par exemple, vous voyez, la bonne interprétation des expressions du visage, qui en réalité est assez simple et même assez, je dirais, général. On reconnaît rapidement, tout le monde reconnaît un visage de colère qui représente la colère ou un visage qui représente la joie, mais la manière dont le regard d'autrui nous est porté, ça c'est vraiment quelque chose qui va être interprété de manière différente selon les différentes personnes qui vont percevoir ce regard. Voilà, et donc là, on peut dire que nos yeux disent plus éventuellement que l'on souhaite dire, et ils révèlent peut-être quelque chose de secret de ce que l'on ne souhaite pas dire. Je pense effectivement, bien entendu, à des séries policières où, voilà, on se dit un certain tic de regard pourrait signifier quelque chose. Alors là, ces expériences sur la manière dont le comportement des yeux pourrait indiquer différents types de comportements, à un niveau personnel, moi je suis pas expert dans le domaine dans le comportement, donc je peux pas affirmer si c'est juste tout faux. Par contre, ce qui est vrai, et c'est que la manière, comme j'ai dit, donc c'est le mouvement oculaire dans l'interaction se déroule en fait, vont amener la personne en face de nous à interpréter notre comportement d'une manière ou d'une autre. Je vais simplement vous donner un exemple très simple qui est quand il a été montré, et ce sera en lien avec la thématique de l'article que je vais vous présenter, c'est qu'en réalité, il a été démontré que lorsque l'on regarde quelqu'un dans les yeux, en fait, et je crois que vous en parlez d'ailleurs après, on en parlera après, mais après 3 secondes d'interaction, en fait, l'interaction, il se trouve qu'on va cesser l'interaction parce qu'après 3 secondes d'interaction de yeux dans les yeux, là, on passe dans une phase un peu d'aversion plutôt que d'attraction. Et ça, c'est une étude qui a 3-4 ans, qui a montré ça vraiment de manière très élégante, où vraiment, lorsqu'on demande à une personne de rester les yeux dans les yeux avec une personne, après 3 secondes, en moyenne 3 secondes, elle casse l'interaction. Oui, effectivement, j'ai une petite question à ce propos tout à l'heure. Voilà. Peut-on dire que l'on peut lire le regard d'autrui ou lire dans le regard d'autrui? À cela s'ajoute la question suivante. A fortiori, peut-on se fier de ce que l'on trouve dans le regard d'autrui? Et cela veut-il dire également que nous pouvons y déceler également des pathologies que l'on pourrait détecter, peut-être que partiellement, mais partiellement tout de même dans le regard? Tout à fait, et c'est aussi un des buts de cet article, en tout cas, dans lequel on a essayé de décortiquer les différents processus mis en jeu dans le traitement et dans le traitement du regard et du contact visuel spécifiquement dans cette étude-là. Mais effectivement, le regard est pas forcément toujours traité de la même manière par les différentes populations. Je peux vous donner 3 exemples. Le premier, c'est l'exemple de l'autisme. Vous savez que un des caractéristiques des troubles autistiques, c'est une absence de traitement de la partie des yeux dans le traitement du visage, une sorte de non-interaction en fait, de non-captation comme vous dites par les yeux. Le deuxième exemple, c'est les troubles plutôt de type schizophrénie, dans lequel en fait à ce moment-là, il y a plutôt une sur-interprétation du regard comme étant tout le temps braqué sur soi. Alors que les yeux ne sont pas du tout en train de regarder une personne qui souffre de schizophrénie, on s'est rendu compte que les participants souffrant de cette pathologie avaient la sensation que le regard d'autrui était souvent braqué sur eux, ce qui amène effectivement des petits problèmes comportementaux, ensuite de réaction face aux autres. Et finalement, les pathologies qui peuvent aussi être en lien avec le regard sont des pathologies dans lesquelles le regard va prendre un sens
émotionnel en fait, très fort et très négatif, ce sera typiquement les personnes qui souffrent d'anxiété sociale et qui vont percevoir le regard d'autrui qui est neutre par définition, mais porter le regard d'autrui comme étant quelque chose de très négatif et d'anxiogène. Alors, je vous remercie déjà pour toutes ces informations. Quel est en fait plus précisément le lien, par exemple, entre les problèmes psychiques et puis les troubles du regard, en fait? Dans le cas de l'autisme, ce qu'on sait, c'est que différents réseaux qui sont en lien avec ces fameux cognitions sociales sont altérés. Les régions comme par exemple une région qui est aussi en fait et de manière assez étrange mais en fait aussi utile lors du traitement des émotions qu'on appelle l'amygdale, le réseau qui traite qui relie l'amygdale au traitement du visage et du regard est altéré, et ce qu'on observe c'est que vraiment il y a chez ces pathologies au niveau comportemental, comme j'ai dit, cette absence ou cette difficulté à engager l'interaction par les yeux. Et ça c'est vraiment, en tout cas pour l'autisme, c'est vraiment une définition classique en fait des troubles autistiques. Et puis vous m'avez posé une deuxième question, c'est sur la schizophrénie, c'est ça? Voilà. Alors sur le coup, je vous avoue que ça c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas tant de connaissances que ça. Ce que je sais, c'est que lorsque l'on teste ces populations sur ces capacités, donc de percevoir le regard, mais aussi éventuellement des choses qu'on appelle de théorie de l'esprit. Ça veut dire en fait comment est-ce que ces personnes sont capables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de ressentir, d'imaginer ce qu'une autre personne peut penser ou peut ressentir. À ce moment-là, ces personnes ont des grandes difficultés à avoir ce type de mécanisme, enfin de comportement. Ce qui a suggéré qu'il y avait vraiment un déficit de la cognition sociale chez ces populations, probablement du coup lié à des peut-être dysfonctionnements au niveau cérébral. Mais voilà, pour le coup, je vous ai dit, là, l'autisme, je connais plutôt bien, la schizophrénie un peu moins.